Quand j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art, on nous expliquait qu'il y a eu un moment absolument incroyable entre 1910 et 1920 où tout à coup, 3 ou 4 artistes qui se connaissaient absolument pas ont simultanément inventé l'abstraction. C'est-à-dire qu'après des millénaires où l'art servait à représenter le visible, le réel, ce qu'on connaissait, tout à coup, dans différentes parties d'Europe, différents peintres décidaient que à partir de maintenant, la peinture devait s'affranchir du réel et représenter des formes libres. Donc on nous apprenait qu'il y avait aussi toute une bataille pour savoir qui était le premier peintre abstrait, donc avec Kandinsky qui a toute sa vie revendiqué être le premier. Il y a aussi Malevich, Casimir Malevich, qui en 1915 crée son fameux rond noir, croix noire et surtout carré noir sur fond blanc. Il y a aussi Mondrian, je vous fais pas la liste de tous les artistes, mais toutes ces œuvres en fait elles ont été créées entre 1910 et 1919 donc, et c'est quand même incroyable, en tout cas moi ça me fascinait que tout à coup, en l'espace de 10 ans, des artistes donc en Russie ou aux Pays-Bas qui se connaissaient pas, révolutionnent totalement l'histoire de l'art quoi. Mais en fait, j'ai appris depuis la fin de mes études à relativiser un peu tout ça, à comprendre que peut-être qu'à l'expression première œuvre abstraite de l'histoire de l'art, il fallait rajouter occidentale, première œuvre abstraite de l'histoire de l'art occidentale, puisque en fait l'ensemble de l'histoire de l'art ne se résume pas à ce qui s'est créé en Europe puis aux États-Unis, et l'abstraction existait déjà dans de nombreuses cultures. Donc ça c'est une première chose, mais j'ai aussi appris qu'en fait aucun de ces hommes n'était le premier à avoir inventé l'abstraction dans l'histoire de l'art occidental, puisqu'en fait, il s'agit d'une femme. Il s'agit donc de Hilma af Klint, dont on va parler aujourd'hui, qui est une peintre suédoise qui a vécu à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. On pourrait penser, parce que c'est le cas pour beaucoup d'autres artistes femmes, et on en reparlera plus tard très bientôt, donc on pourrait penser qu'elle a tout simplement été effacée de l'histoire parce que c'était une femme. La réalité est évidemment plus compliquée que ça. En fait, jusque dans les années 60, si un historien de l'art s'était penché sur le cas de Hilma af Klint, il aurait découvert une peintre mineure qui avait peint à la fin du 19e, au début du 20e, des œuvres qui sont pas d'une grande modernité, des paysages, des portraits, beaucoup de dessins de botanique aussi. Elle s'est retirée par ailleurs à un moment de la vie artistique de Stockholm pour vivre dans un atelier sur une île au large de la Suède. Donc elle est morte quasiment inconnue, alors qu'en fait elle avait une production gigantesque et totalement secrète d'œuvres abstraites. Donc, ces œuvres, en fait, elle ne les a jamais montrées en grand public, elles n'ont jamais été exposées de son vivant, et par ailleurs, à sa mort, elle était persuadée que l'époque, le temps n'était pas prêt pour voir ses œuvres, donc elle les a toutes fait sceller, elle les a enfermées dans des boîtes et léguées à son neveu, qui ne devait ouvrir les boîtes que 20 ans après sa mort. Donc, les œuvres de Hilma af Klint ont été découvertes dans les années 60, et vous pouvez imaginer que ça a pris un certain temps avant que l'ensemble de la communauté scientifique revoie l'histoire de l'art moderne pour y intégrer cette femme jusque-là totalement inconnue et qui n'avait jamais exposé de sa vie. Et vous allez très vite comprendre pourquoi c'était particulièrement difficile de considérer Hilma af Klint comme une pionnière de l'art abstrait. En fait, Hilma af Klint, dès ses 17 ans, a commencé à s'intéresser au spiritisme. C'est après la mort de sa sœur, quand elle avait 17 ans, donc, qu'elle a commencé à faire ses premières séances pour tenter de rentrer en contact avec l'au-delà. Ça, c'était donc en 1880, donc avant même qu'elle commence ses études d'art, et tout au fil de ses études, dans les quelques années qui vont suivre ses études, cette dimension spirituelle va prendre tellement d'importance dans la vie d'Hilma af Klint que en 1890, donc 10 ans après sa première séance de spiritisme, elle va fonder le groupe des 5, qui réunit en fait 5 femmes. Ces 5 femmes vont se réunir tous les vendredis soirs pour faire des séances, et donc elles vont entrer en contact avec 5 esprits, toujours les mêmes, qui vont les guider. Alors pendant les premières années de ce groupe, de ces réunions, les 5 femmes vont faire ce que les surréalistes ont ensuite appelé de l'écriture automatique. En fait, elles vont se mettre dans un état de transe et laisser les esprits dessiner à travers leurs mains des œuvres. Ça dure quelques années. Et finalement, en 1906, le groupe reçoit un message d'un des esprits qui les guide. Hilma af Klint va devoir réaliser les œuvres que eux vont lui dicter et qui seront à destination de tous les êtres humains pour leur apprendre donc ce nouveau langage, cette nouvelle philosophie. Donc en 1906, Hilma af Klint va produire ses premières œuvres
totalement abstraite, tout un groupe d'œuvres qui s'appelle Primordial Chaos, et en fait à ce stade-là, elle dit qu'elle n'était absolument pas maîtresse d'elle-même, qu'elle ne savait pas ce qu'elle peignait, mais qu'elle peignait de façon extrêmement rapide et sans hésitation, qu'elle n'a jamais eu à refaire une correction dans ses œuvres. Elle comprenait absolument pas ce que ses peintures voulaient dire, et elle a passé toute sa vie à essayer d'analyser, de comprendre tout ce vocabulaire en fait que lui transmettaient les esprits. Cette première série, elle représente la naissance du monde tel qu'on le connaît, donc le moment où on est passé d'un monde où tout était un, à un moment de chaos où tout s'est divisé, tout s'est dualisé et a découlé en fait sur le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc avec que des dualités, donc le jour, la nuit, l'homme, la femme, nanana. Et tout le but de cette nouvelle philosophie dont en fait Ilma af Klint est la prophète, c'est d'expliquer que en fait tout est un, que ces dualités qu'on voit n'existent pas en fait, que tout est interconnecté. Et ça, c'est la première série qu'elle a fait. Elle a pas ensuite, parmi les œuvres les plus remarquables de sa production, les 10 plus grands, donc une série qui s'appelle Les 10 plus grands, des œuvres abstraites donc qui doivent évoquer toute la vie de l'homme, tous les âges différents de l'homme, de l'enfance jusqu'à la mort. C'est des œuvres qui ont des dimensions considérables, jusqu'à 2,40 m par 3,20 m, donc gigantesques. Et elle a mené donc ce travail, d'abord entièrement guidé par les esprits, puis petit à petit elle va se détacher d'eux et elle explique qu'elle commence à produire des œuvres qui relèvent vraiment de son esprit, et ça qu'une fois qu'elle a commencé à comprendre les préceptes des esprits, toute la symbolique des couleurs. Donc par exemple dans les œuvres d'Ilma af Klint, le bleu représente la femme et le jaune représente une entité masculine, le vert ça représente l'harmonie universelle, donc il y a un milliard de symbolismes, chaque forme veut dire quelque chose, il y a aussi des lettres, un langage inventé, en tout cas qui lui a été dicté par les esprits dans son œuvre, qu'elle a passé toute sa vie à essayer de déchiffrer, vraiment une symbolique hyper riche dont on n'est pas encore venu à bout. Elle a écrit toute sa vie dans plus de 150 carnets, toutes ses pensées, toutes ses interprétations, toutes ses analyses. C'est des carnets sur lesquels elle revenait constamment, elle barrait des choses, elle éditait des choses, elle donnait des nouvelles définitions. Donc il y a des années et des années d'études à faire avant de commencer à pouvoir interpréter les œuvres de Ilma af Klint, mais c'est totalement incroyable qu'il y ait cette production de plus de 1200 œuvres qui ne ressemblent en fait à absolument rien de ce qu'on connaissait jusque-là, qu'elle a inventé ou qui en tout cas lui ont été dictées, qui sont des œuvres en fait qui sont une ouverture sur un autre monde, un monde inconnu, rempli de symboles qui nous restent à comprendre. Donc une œuvre totalement fascinante, et puis même juste formellement, plastiquement, ça correspondait à rien de ce qui se passait. Les formes, la technique, ces aplats hyper mat de couleurs, ces combinaisons de couleurs, ces compositions, ça n'existait pas. Donc c'est évidemment fascinant, mais en 1960, quand on va ouvrir ces caisses et découvrir cet univers absolument incroyable, tout parfaitement répertorié, classé par série, numéroté, avec des interprétations dans chaque carnet pour chaque œuvre. Bon, tout un univers à découvrir. Ça ne va pas du tout éveiller l'attention, la curiosité de la communauté scientifique, la communauté des historiens de l'art. C'est une médium, c'est une spirit, et du coup sa production ne peut pas être considérée comme de l'art. Et il va falloir encore attendre des décennies avant que son œuvre soit reconnue, commence à être reconnue. La première exposition vraiment notable des œuvres de Ilma af Klint, c'est en 1986 dans le cadre d'une exposition hyper importante qui s'appelle The Spiritual in Art, donc le spirituel dans l'art, donc en 1986 au LACMA à Los Angeles. Une exposition donc hyper avant-gardiste, hyper importante, qui démontre à quel point la dimension ésotérique, spirituelle, occulte est importante dans les œuvres des inventeurs de l'abstraction. Kandinsky, lui aussi, il suivait les préceptes de l'anthroposophie, de tous ces ensembles d'exercices qui permettent d'accéder au monde du non-visible. Et en fait, lui aussi, exactement comme Ilma af Klint, l'œuvre qu'il a créée, ça devait être une illustration, une porte d'entrée sur ce monde au-delà du visible. Mondrian faisait lui aussi des séances de spiritisme et qui disait que c'est la théosophie qui lui avait tout appris, qui lui avait donné toutes les clés pour créer ses œuvres abstraites. Donc en fait il y a une dimension spirituelle, ésotérique hyper importante dans toute l'histoire de l'invention de l'abstraction. C'est une partie extrêmement importante, une dimension essentielle de leur travail, en tout cas pour Kandinsky et Ilma af Klint, à côté de laquelle on ne peut pas passer. Et donc dans cette exposition de 1986, pour la première fois, les œuvres de Ilma af Klint sont intégrées dans cette histoire de l'invention de l'abstraction. Il va quand même falloir un très long moment avant qu'on revoie
l'histoire de l'art partout dans le monde. En 2012, il y a eu une grande exposition au MoMA qui s'appelait L'invention de l'abstraction, dans laquelle elle ne figurait pas. Mais petit à petit, son œuvre a fait son chemin et finalement, le dernier grand point de cette épopée, c'est l'année dernière, en 2019, quand le Guggenheim a organisé la grande exposition sur Irma Clint, une grande rétrospective, qui est en fait l'exposition qui a attiré le plus de visiteurs au Guggenheim. Donc il y a une fascination énorme du public pour les œuvres de Irma Clint. Pour ma part, je dois avouer qu'en dehors de toutes ces considérations métaphysiques, c'est l'artiste à laquelle je suis le moins sensible de toutes celles dont j'ai parlé jusqu'ici. Mais c'est purement une question de goût, je suis pas du tout fan de Kandinsky non plus. En revanche, je reconnais que les deux ont une importance capitale dans l'histoire de l'art. Je trouve ça extraordinaire qu'on ait découvert cette artiste et la place qu'elle commence à prendre dans l'histoire de l'art, la façon dont elle est en train de changer le récit qu'on a fait pendant des décennies de l'histoire de l'art moderne. J'ai particulièrement hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo, de voir ce que vous pensez de cet artiste, de voir ce que vous pensez de toutes ces reconsidérations du coup sur l'histoire de l'art, sur le récit de l'art moderne, sur la notion d'artiste, la notion d'art abstrait. Bref, commentez, partagez. J'ai très hâte aussi de voir qui va partager cette vidéo et pourquoi vous allez la partager, ce qui vous intéresse à partager dans toute cette histoire. On se retrouve la semaine prochaine, vous l'avez compris, ce nouveau petit cycle, il est sur la peinture abstraite. Et la semaine prochaine, on parlera très probablement d'expressionnisme abstrait, qui est un de mes mouvements préférés en art, donc j'ai très hâte. Je sais pas encore de quel artiste je vais vous parler, donc n'hésitez pas aussi à me conseiller sur celle qui est peut-être la plus intéressante d'après vous. Et donc à la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste femme. Ciao!